Il est là, papa? Papa. Vous faites quoi chez moi? Justement, c'est plus chez toi ici. C'est eux. Il y en a un autre là-haut. Quand on vous a emmené, les SS sont venus, ils ont tout saisi. Mais pourquoi? Sauve-toi, Simon! Je sais pas, c'est pas moi qui fais les lois. Je peux pas rester là. Aujourd'hui, je suis très heureux de parler à nouveau de Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, acteur et réalisateur. Ça lui a importé beaucoup de s'affranchir de son époque splendide et il ne souhaitait surtout pas qu'on se souvienne de lui uniquement dans cette décennie-là. Vous avez maintenant 200 mètres carrés à votre disposition. Merci infiniment. La chambre est là. C'est de votre futur genre qu'il faut remercier, madame. C'est un garçon remarquable. Vous en rêviez? L'Allemagne l'a fait. On m'a nommé traiteur exclusif colonel Sprite. Cependant, à la différence d'un Michel Blanc, il tenait à conserver cette image du français moyen qu'il incarne de film en film. Il se mettra à écrire des rôles plus dans la tragicomédie à partir du début des années 90. Tu m'as manqué, tu sais. Toi aussi. Allez, viens prendre un bain à la maison. Oui. Cette décision est sans doute due à l'échec fracassant de Sans peur et sans reproche qu'il réalise en 1988, et c'est à peine 416 000 entrées. Après, Gérard Jugnot en réalisateur n'a jamais cartonné en salle. Si ces films ont marché, c'est souvent arrivé après, quand c'est passé à la télé. Scout toujours, c'était 1,75 million d'entrées. Pourtant, aujourd'hui, c'est culte. Scout, toujours? Prêt. Le pagnon, il brûle! Là, il y a une flaque d'eau. Pido Simple Flic, que j'aime moins, c'était 2,4 millions d'entrées. 1,6 million seulement pour Une époque formidable, son meilleur, qui en méritait sans doute 10. 1 million pour Casque Bleu. 800 000 pour Fallait pas, un drôle de film dont nous parlerons un jour. 1,1 million pour Meilleur espoir féminin. Et pour Monsieur Batignolles, c'était 1,7 million. Pas suffisant, ou à peine, pour rentabiliser les 9 millions de budget du film. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de Monsieur Batignolles. Je descends chercher à la cave. Non! T'as quelque chose à cacher. À chaque fois que je vais aller chercher du champagne, tu me dis non, c'est quand même curieux. Et alors, ça te gêne? Je veux pas d'ennui. C'est vous qui avez dénoncé mon père. Pourquoi je vous aurais dénoncé? On peut en gagner en dénonçant les juifs. Allez, Il va me faire crever, ce petit con. Mais avant ça, sachez que cette vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée par YFood. Quand vous n'êtes pas du matin comme moi, et que ça vous fait parfois sauter le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, ou quand vous êtes au travail et que vous êtes tellement en retard que votre repas potentiel du midi sera un sandwich en triangle, ou bien si comme moi l'été dernier vous avez eu la chance de vous arrêter près du Grand Canyon mais que vous n'étiez pas sûr qu'il y aurait à manger sur place, YFood est la solution. Alors attention, YFood n'a pas vocation à remplacer les repas qui restent importants, mais à être une alternative à de la malbouffe. Notez A sur l'échelle Nutri-Score, ça vous permet de ne pas avoir faim durant 3 à 5 heures, selon si vous mangez la barre rassasiante, qui vous cale pour 2 ou 3 heures, ou si vous privilégiez la bouteille à boire. Pas besoin de les laisser au frais pour les consommer, je vous conseille d'en stocker chez vous, dans votre sac et sur votre lieu de travail, afin d'en avoir toujours une sous la main. L'emballage est climatiquement neutre et vous pouvez les conserver plusieurs mois. Grâce à la promotion qui s'affiche, vous bénéficiez de 10% sur votre première commande. Ça vous permet de soutenir la chaîne et mon travail tout en étant utile pour votre quotidien. Pour le coup, mes coups de cœur, c'est vraiment pêche, mangue et coco. Et pour ceux qui se demandent quel goût ça a vraiment un goût de yaourt liquide à boire. Donc n'hésitez pas, c'est super bon en plus. On est parti pour Monsieur Batignolles. Comme je dis toujours, on a perdu la guerre, pas l'appétit. Vive la France! Tout le monde ment. T'imagines un peu si tout le monde se disait la vérité? Ce serait la guerre! Mais c'est la guerre. Vous tenez temps à vous en débarrasser? Je tiens à le sauver. C'est prendre beaucoup de risques pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Lorsque Gérard Jugnot choisit de parler de l'occupation et de la délation, il choisira bien son année. 1942. C'était important d'être en 42 parce que c'est une époque charnière de la guerre. Parce que la guerre, l'occupation en 41 n'est pas la même que celle en 42 ou 43 ou 44. 42, c'est un moment où les Allemands ne pensent pas encore que les carottes sont cuites, mais ça commence, c'est les premières, c'est les deuxièmes lois anti-juives très fortes, c'est la rafle du Veldiv. Donc ça m'intéresse de mettre un petit bonhomme dans ce cas de conscience et de le faire se révéler à lui-même et de le confronter à cet objet d'infamie. Donc c'est l'histoire aussi d'une rédemption. Et il aura une source d'inspiration idéale, son grand-père, boucher durant l'occupation, qui a refusé de travailler avec les Allemands. Ce qui va malheureusement le conduire à la ruine
peu après la Libération. Mon grand-père était boucher, mon grand-père maternel, c'est quelqu'un que j'adorais. J'ai passé beaucoup de temps les étés avec lui et je pense que c'est M. Batignolles. Et il a fait faillite en 47, je crois, ou 48. Marché noir. Petit, tout petit. Et quand même, pour faire faillite, quand on était dans l'alimentation pendant la guerre, il fallait vraiment se démerder. Assisté à l'écriture, comme à chaque nouveau projet, par Philippe Lopez-Curval depuis l'époque formidable, l'idée principale du film était d'opposer un non-juif, Gérard Jugnot, à un juif père de famille. Mais c'est lorsque l'idée du retour au domicile familial, non pas du père de famille, mais du petit garçon de la famille, Simon, que le scénario se développera plus rapidement. Et on a travaillé pendant un certain nombre de semaines là-dessus, et puis ça bloquait. Ça bloquait, puis d'un seul coup, l'étincelle magique, c'est le gosse qui revient. Alors là, plus de problème. Le film ne sera pas la confrontation et la rencontre entre deux adultes, mais entre un adulte et un enfant. Bien que l'enfant apprenne beaucoup à l'adulte sur la condition des juifs, inversant souvent les rôles entre celui qui apprend et celui qui enseigne. C'est un enfant courageux, débrouillard, intelligent, qui mène Monsieur Batignolles par le bout du nez. C'est que Monsieur Batignolles sait pas vraiment ce qui se passe autour de sa petite vie pépère, qui est sa charcuterie et sa famille. C'est interdit le téléphone pour les juifs. Tout est interdit pour les juifs. C'est même des lois. Ah, ça, c'est les Allemands. Non, c'est les Français. Le grand-père boucher de Junot deviendra pour les besoins du film un charcutier, car c'était plus amusant pour la confrontation avec un enfant que Batignolles voudra séduire par la nourriture, notamment les rillettes, alors que l'enfant ne mange pas de porc. Et ça m'amusait de confronter un charcutier qui est dans le cochon, dans le porc, un petit garçon qui est cachère. Et ça, c'était aussi des choses assez amusantes. Comme. C'est quoi ça? C'est des rillettes de porc. C'est Bibi qui les fait. Je mange pas de porc. Et Monsieur Batignolles, de la même manière qu'une époque formidable, sera une tragicomédie. Loin l'idée de faire un film à humour burlesque. Dans ce film, pas de héros. Gérard Jugnot ne souhaite pas entrer dans un cliché où tout Paris serait devenu résistant ou tous collabos. C'est vous qui avez dénoncé mon père. Sauve-toi, Simon! Sauve-toi! Vous saviez que la police allait nous chercher. Pourquoi je vous aurais dénoncé? Je suis commerçant, Simon. Moi, mon seul intérêt dans la vie, c'est de gagner de l'argent. On peut en gagner en dénonçant les juifs. C'est pas mon métier. Mon père, il me l'a dit. Oui, ton père t'a raconté des salades, c'est tout. Vous l'accusez de mentir? Tout le monde ment. Moi, ma femme, des parents, Radio Paris ment, les journaux mentent. Tous résistants, tous collabos, bah non. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il a dit. Entre les deux, il y avait 80% de gens qui attendaient et qui ne savaient pas quoi faire, ni quoi penser. Même le personnage principal, Monsieur Batignolles, ne sera pas un héros en tant que tel, mais plutôt un Monsieur Tout-le-Monde qui ignore ou qui veut ignorer et qui se fait rattraper par sa lâcheté. Juste un petit commerçant qui se laisse glisser sur une pente savonneuse et puis qui va aller jusqu'à vraiment à accepter des choses assez infamantes jusqu'à ce que cette infamie lui saute à la gueule. Il est là, papa? Papa. Mon père? Car sans ce petit garçon qui frappe à la porte et qui souhaitait simplement rentrer chez lui, allez savoir s'il n'aurait pas continué à organiser des buffets pour les Allemands jusqu'à la fin de la guerre, même à contre-cœur. Certains peuvent reprocher au cinéma de Gérard Jugnot une certaine niaiserie, une certaine naïveté, un ton assez doux dans des sujets pourtant durs, mais pourtant moi c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est ce paradoxe. Ou en tout cas l'envie de sa part de donner un message d'espoir même dans les époques les plus obscures. En tout cas je le perçois comme ça, même si dans Monsieur Batignolles tout n'est pas rose pour autant. C'est un film très tendre, pas toujours très drôle, il est très drôle, mais c'est aussi c'est un humour noir et quand j'ai lu le scénario, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était pas du tout des héros. Là où je respecte beaucoup le film, c'est dans sa réalisation. Avec un budget de moins de 9 millions d'euros s'il vous plaît, faire un film historique, c'est pas évident du tout. L'idée de faire un film historique est très excitante parce que dans le cinémascope, donc chaque détail doit être passé à la moulinette de la vérité historique. Donc j'étais vraiment très à cheval là-dessus avec toute l'équipe d'écho et la régie. On ne voulait pas faire un film où le seul accessoire d'époque que nous ayons passe en premier plan à 1,50 m de l'acteur et de la caméra. On voulait vraiment une profondeur, on voulait vraiment des tas de détails, on voulait rien de très très spectaculaire. Mais on voulait que l'ensemble, qu'il y ait une peau qui soit très très d'époque. Dans le cadre, tout doit être contrôlé. Et ça, c'est extrêmement agréable. Le moindre détail, le moindre figurant. Et je crois que là, dans cette petite rue, on a réussi à créer cette ambiance. On pouvait pas reconstituer le Paris de 1942 dans tout Paris, sachant que tout est tourné en extérieur dans des décors naturels. Le studio, c'est que pour les scènes d'intérieur. Le film est en effet réellement tourné rue Civelle, comme c'est dit dans le film, lieu de la fameuse charcuterie de Monsieur Batignolles.
Les décorateurs devront alors supprimer les lignes blanches, les parcs-mètres ou encore les interphones de toute la rue afin de reconstituer le Paris de 1942. C'est une époque qui a marqué profondément les gens et je me suis aperçu d'un truc fou, c'est quand on tournait à Paris, le fait de mettre des Allemands en uniforme, quelques drapeaux nazis, c'est une chose qui bouleverse énormément les gens. Le tournage aura lieu en août 2001 pour les scènes tournées réellement sur Paris afin d'éviter le plus possible les bruits de voitures et de foule, et en septembre 2001 pour les scènes en intérieur. Mais tourner en août et avoir le calme ne sera pas forcément suffisant, par exemple pour la scène tournée au parc Monceau. Parc dans lequel ils ont durant 2 mois réellement fait pousser des tomates et autres légumes de potager. Mais à cause du bruit ambiant de la route à côté, les 2 comédiens ont dû se doubler eux-mêmes en post-production pour éviter les bruits ambiants. Il aura eu son heure de gloire. La police et les SS font l'enquête. Il soupçonne qui? Comme t'es parti, ils ont des doutes. Surtout Spraich. D'après ce que j'ai cru comprendre, t'aurais fouillé son bureau. Il s'est juré de te faire parler. Les reconstitutions historiques au niveau des décors ont toutes été travaillées à partir de photos ou de documentaires en noir et blanc. Mais c'est lors d'un visionnage récent d'un documentaire en couleur que Gérard Jugnot et son scénariste ont fait le choix, avec l'équipe de décoration et d'éclairage, de même que la costumière, de tourner avec des couleurs pétantes. Avec Gérard, on s'était dit, pour Paris, on va faire des éclairages un peu contrastés, avec des couleurs désaturées. Et au moment où on préparait le film, il y a un document télévisuel qui est sorti, qui est ce montage de tous les documents de l'armée américaine en couleur, avec les premières pellicules Kodak, et puis aussi les documents de l'armée allemande avec les premières pellicules Agfa. Et là, on s'est rendu compte qu'en 1942, oui, il y avait des couleurs comme maintenant. Et moi, je me suis dit, Gérard aussi, que ce serait bien de faire un film qui se passe pendant l'occupation avec des couleurs assez pétantes, finalement. C'est ce que j'aime dans le film. Visuellement, c'est beau et ça pète de partout. Et effectivement, c'est pas parce qu'on est en 1942 que tout le monde voit les choses en noir et blanc. Non, il y avait des couleurs. L'échantillonnage est super beau, exactement comme le visuel, parce qu'on peut souvent associer les 2 films, des choristes, qui a été tourné 2 ans après avec Gérard Jugnot, mais il ne l'a pas réalisé. Mais je trouve que visuellement, les films ont à peu près la même identité visuelle. Et même sur les figurants, sur les clients de la boutique notamment, il y a un super effort sur les costumes, ou sur les coiffures des femmes que je trouve vraiment très réussi, et pourtant tout est faux. Moi j'ai les cheveux plutôt courts, c'est très long, ouais. Ça c'est pas à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est pas à moi, je m'arrêterai là. Bonjour. Attention, il y a Gérard. Chaque fois qu'elle appelle cette chose, en lui disant... Oh pardon, ça tourne. En ce qui concerne les tournages en intérieur, Gérard Jugnot et ses équipes ont également été assez ingénieux. Budget oblige. Les extérieurs dans Paris sont tous vrais. Que ce soit rue Civelle autour de la charcuterie, à la sortie du métro ou au parc Monceau, ou encore à la Commandatur, lieu qui a déjà été utilisé dans Papy fait de la résistance. À l'exception de la fausse Commandatur, là apparemment ils n'ont pas eu le droit d'effacer les lignes pour les remettre après, ils les ont supprimées numériquement. Sauf qu'ils les ont pas supprimées dans le reflet de la vitre de la voiture. Regardez. Mais en ce qui concerne les intérieurs, cela pouvait varier. Par exemple, dans cette scène-là, dans l'escalier de l'immeuble, c'était un réel immeuble dans un autre arrondissement de Paris qui avait été utilisé. Puis arrivé sur le palier de la chambre de bonne, c'était du studio. Tout comme la chambre de bonne en elle-même, la petite fenêtre par laquelle passait Simon, pour aller jouer sur les toits, donnait en fait sur un studio. Simon! Reviens tout de suite! Alors que la scène depuis l'autre côté a été tournée en Franche-Comté, avec une reconstitution du toit, mais à ciel ouvert en extérieur pour faire crédible. Attention, ça glisse. Je sais, c'est ça qui est drôle. Franchement, on y voit que du feu. Même si il est logique de se dire qu'ils auraient pas pris le risque de mettre des enfants sur des vrais toits à Paris, même si tu peux tout encadrer, tu ne sais jamais. Même si dans le grand chemin, ils ont vraiment fait tourner 2 enfants sur le toit d'une église, mais ils étaient attachés par un harnais. Là, ils se sont moins pris la tête, ils étaient juste à 1 mètre de hauteur. Par contre, vu comment est orientée la caméra, avec un vrai ciel, on croit vraiment qu'on est à Paris. Moi, en tout cas, j'avais rien vu. Idem quand Batignolles se rend dans un grand débarras, un garde-meuble géant où tout ce que saisissaient les Allemands était entreposé. En vérité, le hangar est 3 fois plus petit en réalité. Il a simplement été prolongé par 3 fois numériquement. Ce qui implique, pour aller vraiment dans le détail, d'ajouter une réverbération en mixage sonore pour faire l'effet d'un grand hangar à l'Indiana Jones. Alors ce n'était pas le cas. Même ce plan qui peut paraître insignifiant, celui de la rue, vu depuis la cave, a été difficile à obtenir car la cave a été tournée
en studio, en Franche-Comté, bien loin de la rue Civelle. Y'a qu'un gosse pour passer par là. Oui, faut savoir qui. Cherchez pas, beau papa. Cherchez pas. Rue Civelle dont il a fallu aussi enlever les rideaux aux fenêtres des habitants, éloigner les télés des fenêtres, pour pouvoir tourner tranquillement les plans depuis l'intérieur de l'appartement, de l'autre côté de la rue. Tu parles d'un engin, toi. En plus, il fait rikiki et moche. Je voudrais du moderne, moi. C'est un gros travail, encore une fois, pour un film que je trouve hyper respectable, surtout pour le budget, encore une fois, de moins de 9 millions d'euros. Pour la deuxième partie du film, le tournage a eu lieu en province, que ce soit pour la reconstitution de la gare de Lyon, fait à partir de photos, dans un ancien corps de ferme. Bon, ça a l'air petit comme ça, c'était très très grand. Enfin, il y avait 100 personnes au milieu quand même. Hein. Et Gérard me raconte comment il va filmer. Il n'y a jamais de surprise. On lui met jamais un décor, il n'arrive pas, par exemple, un lundi matin pour tourner dans un truc qu'il n'a jamais vu. Ça n'existe pas. Hein, il a commencé par voir des petits croquis, puis voir des plans, puis voir une petite maquette comme ça, une petite maquette muette, où on discute, on dit ça, tu vas mettre ça là. Alors bon, on propose des choses, il me dit non, ne me fais pas ça, c'est casse-pied, c'est trop grand, mais fais-moi plutôt ça. Ah, il pourrait venir comme ça, on va sortir, attention, cette fenêtre, il faut la pousser, parce que si on se met comme ça, et voilà, et tout doucement, les choses prennent leur place. Quand tu veux, Gérard. Eh ben, je demande le moteur. Parce que oui, l'odeur était toujours là pour le tournage. C'était pas très agréable à tourner. Le choix pour la partie se passant à la campagne a été porté sur la commune de Morteau, dont le nom évoque forcément la saucisse de Morteau. Et le choix a été porté sur cette ville, au départ sur un simple nom qui était amusant, compte tenu de la profession de charcutier de Batignolles, mais en fait, tous les signes étaient là. La gare de Morteau collait parfaitement avec une gare telle qu'elle était à l'époque. La ferme dans laquelle Junio et les 3 enfants se replient était une vraie ferme qui était à proximité, et pour la scène de la gare, ils avaient besoin de trains à vapeur d'époque. Et comme par hasard, un homme dans la région avait une grande collection de trains à vapeur, qui s'appelait Monsieur Rognon. À partir de là, tu te dis forcément, mais bon, c'est là. Mais oui, c'est là. Tous les signes étaient là. Monsieur Batignolles est le premier grand rôle pour le tout jeune Jules Citruc, qui avait déjà une expérience dans des petits rôles, mais qui enchaînera bien derrière, notamment dans Moi César 10 ans et demi, Vipère au point, etc. Il sera particulièrement émotif durant le tournage car son grand-père avait été emmené dans un camp durant la guerre, mais il avait réussi à s'en échapper. Le rôle de Simon va donc profondément le marquer, en particulier lors de la scène de la rafle en début de film, où sa fuite de la police n'est pas du tout feintée ni jouée. Sauve-toi, Simon! Sauve-toi! Non, laissez-moi! Laissez-moi, non! Non, papa! C'était un vrai réflexe qu'il avait eu de s'enfuir en courant, mais c'était un tel réflexe qu'il n'arrivait pas à crier, comme c'était écrit dans le scénario, quand les policiers l'attrapent. Il n'a jamais réussi à pousser les cris qu'il fallait. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont doublé ça en post-production. Un autre jeune acteur fait ses débuts dans ce film. Dans une prestation remarquée, le tout jeune Damien Jouireau, qui était âgé de 5 ans de plus par rapport à Jules Citruc, était en difficulté scolaire à l'époque, dirigé vers un apprentissage en boulangerie alors qu'il rêvait de devenir dessinateur de bande dessinée. Et il se présentera spontanément sur le tournage pour jouer le rôle de Martin, qui était casté, bien que le rôle ait au départ été écrit comme celui d'un adolescent brun aux yeux bleus. Alors qu'il est brun aux yeux marrons. Mais il s'est dit, c'est pas grave, on va me teindre les cheveux, je vais mettre des lentilles, mais je veux jouer dans ce film. Quel culot celui-là? Je t'écoute. Quand même plus, ouais, bon, bah vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Quand je suis rentré chez moi, ils faisaient une fête avec des SS. Qui? C'est pas la peine de faire parler toi autant. Tu plus, toi. Eh ben il aura réussi et il aura fait carrière là-dessus, parce qu'on le reverra souvent par la suite. Bien joué, petit. Qui est grand maintenant, il doit avoir 39 ans. En tout cas, il aura fait carrière à condition de survivre à la difficile scène de la fumette qu'il va tourner avec James Citruc dans la voiture. Tire un coup de suivre, ça ira mieux. Je t'écoute. Alors attention, ce sont des enfants, et ils n'ont pas fumé du tabac. Ils ont fumé de l'eucalyptus. Mais ils ont dû faire au moins une centaine de prises, avec des multi-angles, avec des caméras qui filmaient des deux côtés en même temps pour ne rien rater, parce que c'est une scène clé. Et même si tu filmes de l'eucalyptus, à faire ça 100 fois de suite, au bout d'un moment, tu dois être malade. Du sureau, tu veux essayer? C'est fort. Tu disais? Encore 3 petites anecdotes sur le tournage, puis on parle du film. Lors de la scène de la jambe cassée de l'Allemand à la sortie du train, Gérard Jugnot a hésité à l'intégrer au montage final, car la scène était 100% comique. Ah oui, bah ça fait mal, ça fait mal, hein. Je peux rien faire, il faudrait aller à l'hôpital pour opérer. Nein, réparez vite. Es tut mir sowieso schon alles weh. Ah. C'est d'ailleurs la seule du film qui n'a qu'une seule vocation, faire rire. Ouais, chochotte. Tenez le Ah oui. Oh, bah. Mais c'est pas piqué. Bah, je mets son pantalon, je le pique. C'est une intraveineuse. Tenez. Ah.
coupé. On y retourne. Merde. Au départ. Et justement, il s'était demandé si elle ne dénoterait pas du ton tragicomique de l'ensemble. Mais il a pensé que le public aurait besoin d'un break. Et c'est ce qui est arrivé en avant-première, car le public a ri à cette scène, et a en quelque sorte rechargé les batteries, après plusieurs scènes de tension, ce qui aura permis au public de recharger les batteries pour les scènes de tension à venir. Même si pour cela, il a fallu accentuer le bruitage de la jambe cassée et exagérer quelque peu la récupération immédiate de l'Allemand qui se remet bien trop vite de sa blessure. C'est douloureux. Lors de la scène du cerisier, où les enfants affamés font une cueillette sauvage, il y a un problème de taille. Il n'y avait pas de cerisier près de la ferme. T'as l'air faim maintenant. T'as pas mangé assez à midi? Il n'y avait pas de dessert. Il n'y avait pas de dessert. Et le film avait été écrit avec cet arbre précis. Ils en feront donc déplacer un, qu'ils planteront ici, mais les cerises ne tiendront pas et tomberont. Ils devront donc remplacer les cerises par des fausses. Quand ils avaient une idée derrière la tête, ils l'avaient pas ailleurs. Hein. Tu veux un cerisier? Fais venir un cerisier. Le cerisier crève? Eh ben c'est pas grave, on a des fausses cerises dans un vrai cerisier parce que je veux mes cerises. Pas de pommiers, non, des cerises. Le souci du détail. Dans la cave, le petit Simon dort avec des lapins, ce qui lui fait une présence. Mais c'était pour faire écho aux lapins de la ferme qui seront tués vers la fin du film pour le repas qui provoquera la dispute entre Batignolles et Simon. C'est du vol, ça. Laissez, c'est pas grave. C'est encore moi. Tu la connais, elle? Elle, c'est la dame qui m'a vendu le fromage. Gérard Jugnot dépouille vraiment un vrai lapin dans le film. 3 au total seront tués pour les besoins du scénario, mais ils seront mangés à la cantine du tournage, comme c'est précisé dans le générique de fin. Comme on l'a dit en intro, le film sera un succès moyen en salle, avec 1,7 million d'entrées, pas de quoi être rentable, mais dès sa première diffusion télé sur TF1 en 2004, le film réunira plus de 12 millions de spectateurs, soit 51% de part d'audience. Un vrai carton. Meilleure audience de l'année 2004, le film est clairement rentré dans notre patrimoine, enfin, entre guillemets, à partir de là. Et beaucoup estiment que c'est le meilleur film de Gérard Jugnot qu'il ait réalisé. Et moi je pense que je mets très légèrement devant Une époque formidable, mais à 51-49 c'est très léger. Mais en général quand un film est bon, même s'il sort pas au bon moment, même si la campagne marketing ne le fait pas ressortir par rapport aux autres, ou s'il y a une concurrence qui fait que le public va se reporter sur autre chose, à un moment donné ça paye, ça revient, parce que le public a toujours raison. Même si c'est un peu tard. A noter enfin que Jean-Paul Rouve va lancer définitivement sa carrière au cinéma avec ce film, n'ayant fait que de la télévision dans Julie Lescaut ou des sketchs sur Canal jusque-là. Il remportera dans Monsieur Batignolles le César du meilleur espoir masculin. Allez, on parle du film maintenant. La façon d'appréhender la comédie par Gérard Jugnot, en tout cas dans les 2 films que je préfère de lui, c'est exactement ma came. À savoir la rencontre de personnes qui dans un contexte ordinaire ne se seraient jamais vraiment rencontrées, ou se seraient jamais vraiment trouvées. Ce genre de film parle également des personnages qui en allant d'un point A à un point B, durant le film changent en cours de route, en mieux ou en moins bien. Mais il ne sera plus le même, dans sa façon de voir les choses, ou dans la confiance qu'il aura en lui. Ce personnage de Batignolles est un monsieur de tout le monde qui ne se pose pas de questions, et qui va être plus ou moins contraint et forcé dans un premier temps de se les poser. C'est pas un mauvais mec, c'est un mec qui n'a pas encore ouvert les yeux. Quoi. Qui s'est pas posé les bonnes questions, enfin les questions qu'il faut se poser. Et grâce à ce môme, il va se les poser et il va héros malgré lui. Quoi. Puis il va prendre la décision de risquer sa vie pour d'autres. Il devient alors un héros, mais typique du héros français. Un monsieur tout le monde qui se révèle au dernier moment, avec une bascule sur ce palier de porte, où s'il avait laissé ce gosse à la rue, sa vie aurait sans doute été différente. On le réalise souvent dans la deuxième partie du film, quand ils sont souvent fâchés, mais que Gérard Jugnot le remercie à la fin dans la scène des adieux. Adieu Simon. Merci, Edmond. C'est moi qui te remercie. Faut y aller, on va tomber sur la patrouille. Certains auraient sans doute préféré que Jugnot se fasse arrêter, que les gosses se fassent embarquer en train à bestiaux, en allant dans les camps de concentration, afin que ce soit plus réaliste. Mais personnellement, ce n'est pas ce que je cherche en comédie, ni en tragicomédie. Ce film n'est pas un drame, même si le sujet l'est. Allez. Bien, merci pour votre collaboration tous les deux. J'ai pas fait grand-chose. L'essentiel n'est-il pas de participer? N'est-ce pas, commissaire? Absolument, encore merci. La fin est donc plutôt positive, mais pas totalement tout de même, puisque le commentaire de fin précise que Simon ne retrouvera jamais sa famille. Le personnage de Pierre-Jean, joué par Jean-Paul Rouve, impeccable, est une véritable ordure, qui m'avait fait peur à l'époque, car je n'avais pas l'habitude de voir Jean-Paul Rouve dans ce registre. C'est Colette et Simone, les amis de Simon.
Fille de pute, oui. Fais attention. Fais attention, Pierre-Jean, à ce que tu dis. Avec ce salopard qui s'enrichit en dénonçant les juifs. Ce sera directement l'Allemagne, en première classe, dans des wagons imbéciaux. Tout le monde va remonter là-haut. Allez! On obéit qu'à Monsieur Edmond. La femme de Junio est plus nuancée. Elle souhaite également enrichir son patrimoine en profitant des logements laissés vacants, sans aucun état d'âme. Et les voisins, tu leur diras quoi? Et ma clientèle, j'entends déjà les ragots. Les gens qui veulent bouffer, il y en aura toujours. Que tu traficotes avec les boches, c'est pas ça qui les empêchera de faire la queue 3 heures pour 100 grammes de museau. Mais on sent qu'elle n'a aucune réflexion sur le sujet ni aucun recul. Elle ne le fait pas en étant pleinement consciente de ce qu'attendaient les juifs quand ils arrivaient à destination. C'est pas fondamentalement une pourriture. Je pense que c'est une femme qui réfléchit pas beaucoup, mais sans tomber dans la caricature. Elle a une espèce d'hystérie, de vouloir paraître. Ils ont tous un différent niveau d'ignorance, qui les arrange parfois, certes, mais tout est assez nuancé, je trouve. Le film n'essaye pas de tout moraliser. Il parle assez justement de ces 80% de Français qui ne se prononçaient pas et qui essayaient juste de manger et de vivre, quand 10% étaient résistants et 10% collabos. Et le film peut t'amener assez facilement à te demander dans quelle catégorie toi tu serais si tu avais vécu à l'époque. Je leur organise des buffets. Je suis charcutier traiteur. Je vous avais dit que papa faisait des affaires avec les Allemands. Et aussi avec les Français. D'ailleurs, là, en rentrant dans 8 jours, j'ai un buffet pour 200 personnes. Des gens très très haut placés dans l'administration française. Même chez les Allemands, qui ne sont pas traités de manière caricaturale, on le voit avec cet Allemand unijambiste, par exemple, à la sortie du métro. Qui lui aussi a probablement souffert de la guerre. J'aime aussi beaucoup la mise en scène de Junio, qui est assez ambitieuse, notamment la scène d'ouverture, qui est assez impressionnante techniquement, intégralement en plan séquence, qui démarre sur le quotidien d'une petite rue, et non pas par l'arrivée des Allemands sur Paris ou des résistants qui se cacheraient. Juste un magasin tout simple qui ouvre, des enfants qui jouent dans la rue, et la parfaite musique de 1941 qui accompagne. On est obligé de rentrer dans l'ambiance instantanément dans Monsieur Batignolles. Nous, les Français, on ne se fait pas de deal, on ne complique pas sa vie pour ceci ou cela. Grâce à cette super intro et cette musique qui viennent te choper directement. Tu n'en sors plus derrière. Mange, tu sais pas qui te mangera, toi. Le film est également, je trouve, très bien joué. Michel Garcia joue à merveille la commerçante, horripilante, gloussante. Comme je dis toujours, on a perdu la guerre, pas l'appétit. Non, c'est vrai. Quand vous aurez fini de raconter votre vie, vous pourrez peut-être encaisser les clients. Encore. Laissez, je vais balayer. Qui ne voit pas la bascule de son mari, qu'elle essaie de rendre plus ambitieux. Oh, mais quel porc. Quoi? Mais des rillettes dans le café dans cet appartement, c'est plus possible. Je vois pas ce que ça change. Les 4 enfants sont, je trouve, également très bons. Surtout pour des enfants. Même si c'est un défaut, je trouve que le retournement de veste de Simon envers Batignolles, dès qu'il sort de Paris, fait assez artificiel pour les besoins de la fin du film, et Junio le reconnaît d'ailleurs. Tu veux pas te taire 2 minutes? Mais je t'explique. Mais non, tu moulines, on dirait ma femme. J'ai soif. Non, restons pas là. Même si ça peut se justifier psychologiquement par Simon qui voit en Monsieur Batignolles un père de substitution, mais ce qui le fait réaliser que son père, il le reverra peut-être plus. D'où ce rejet de quelqu'un qui l'aide pourtant. J'en mangerai pas. On dirait que t'as jamais eu faim, toi. Si. Justement. Ça peut s'expliquer, mais ce n'est pas expliqué, c'est mal expliqué. En tout cas, c'est trop brutal pour moi. Ouais, 2-3 jours. T'en es pas mort? Pauvre type. Comment? C'est juste pour maintenir une certaine tension, ce qui va amener aux difficultés de la dernière partie du film quand Simon commence un peu à décoller et met tout le monde en danger parce qu'il a envie de fuguer. Même si la scène où Simon se fait attraper dans le café... Viens là, je te dis. Toi, tu restes ici, on ne connaît pas. Police française, suis-moi. Eh oh, du calme! Dans la scène avec Arthur Junio, le fils de Gérard Junio, est très bonne. Ce qui l'emmène à se méfier de Batignolles n'est pas crédible pour moi. Voilà, le film n'est pas parfait. Hein. Sam Carman, prenez un chewing-gum Émile, est aussi très bon en médecin juif, aisé, mais obligé de fuir Paris avec toute sa famille, avec Batignolles dans les pattes, et la police française en bas de chez lui. Il y en a un autre là-haut. Idem pour le regretté Tiki Olgado, très bien également dans l'un de ses derniers rôles, dans ce rôle sombre d'un passeur sans pitié. C'est pourquoi? Je cherche Monsieur Morel. Alors, j'ai fait un personnage un peu bizarre, on ne sait pas exactement qui il est, si c'est un méchant, si c'est un demi-méchant. C'est payable à la livraison du client. Là, c'est qu'un gosse.
Gosse ou adulte, je prends les mêmes risques. C'est le parfait film du dimanche soir à regarder en famille à l'époque du bon ciné dimanche. Suffisamment bien dosé pour passer un bon moment sans tomber dans la naïveté pour autant. Voilà, cette époque, trouble de notre histoire n'est pas minimisée dans le film, on ne l'accentue pas non plus, c'est tout à fait regardable par tout le monde, même par les enfants. Je pense lui préférer très légèrement Une époque formidable, mais je pense que les deux se démarquent dans la filmographie de Gérard Jugnot en tant que réalisateur par rapport à ses autres films. On en parlera sans doute sur la chaîne, mais je pense notamment faire Pinot simple flic, Sans peur et sans reproche, ou Fallait pas l'année prochaine. En tout cas, si ça vous dit. On aura l'occasion d'en reparler tous ensemble. Encore une fois, si vous connaissez pas, je vous conseille de commencer par un de ces goûts-là. Parce que c'est vraiment un bon yaourt à boire. La mangue, on sent vraiment le goût de la mangue. Pareil pour la pêche. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez le code promo qui s'affiche juste là. Et en plus, ça soutient la chaîne. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes encore là, je pense que oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un like pour dire que vous avez aimé la vidéo. Mettez un commentaire également, s'il vous plaît, pour dire que vous êtes passé par là. Et si vous savez pas quoi dire parce que vous n'êtes pas inspiré, ben, voici de quoi faire. Bonjour, Coco, c'est non. Oh, Ziz, comment ça va? On est peut-être en avant. Ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.